Et avec nous pour ce club, Emmanuelle Cos, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, ancienne ministre du Logement, présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Et Lionel Cos, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, député Renaissance des Landes, président du Conseil national de l'habitat. On va parler, vous l'avez compris, du logement. Les chiffres du secteur sont alarmants. Face à ça, Gabriel Attal promet un choc de l'offre. Alors comment construire plus? Comment permettre aux Français d'accéder plus facilement à la propriété? Et la bombe sociale a-t-elle explosé? On verra ça avec vous, Mathias. On va parler des annonces faites hier par Christophe Béchu. Oui, absolument. Christophe Béchu qui a donné une interview aux Parisiens, qui a notamment parlé de la réforme du calcul du DPE, Oriane. Et on en parle tout de suite dans ce club. Et pour commencer ce débat, on va parler de la question du logement insalubre. C'est notre reportage en région. Des sénateurs se sont rendus à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, il y a quelques jours. Le maire socialiste Mathieu Hanotin leur a montré des logements insalubres et les travaux de réhabilitation. Il demande plus de moyens pour lutter contre ce fléau. Un bâtiment fragile, des câbles électriques qui pendent et de la moisissure. Des signes de délabrement, mais surtout des risques pour les habitants de cet immeuble qui ont été évacués il y a 2 ans et demi. L'insalubrité touche près d'un logement privé sur 5 à Saint-Denis, soit 2 fois plus que la moyenne nationale. Un fléau en progression d'après le maire. Il y a une sorte de course de vitesse parce qu'au fur et à mesure, il y a des nouveaux immeubles qui basculent. Voilà. Conséquences des démolitions se succèdent, comme ici en plein centre-ville. Un des combats de la commune est de réhabiliter les bâtiments avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qui a pu être mené dans cet ensemble d'immeubles. Là, on a une réhabilitation pour le coup vraiment d'une grande qualité. Ici, c'était vraiment la rue du Crac et ça avait vraiment tout été déglingué. Le maire de Saint-Denis attend des moyens de réagir plus fermement et rapidement. L'opération qu'on voyait en cœur de ville, entre le premier arrêté d'insalubrité et le nouvel immeuble qui va sortir, il se sera passé 27 ans. Donc on voit bien, ce sont des délais colossaux qui ne sont pas supportables. L'enjeu de ce projet de loi, c'est de pouvoir intervenir quand on est au début de la chaîne et qu'on constate qu'il y a une inaction des copropriétaires. Le cas de Saint-Denis est loin d'être isolé. Dans toute la France, environ 500 000 logements du parc privé sont considérés comme potentiellement insalubres. Des élus locaux en première ligne et les sénateurs tentent de mieux comprendre les obstacles auxquels ils font face. Les élus locaux sont souvent démunis face à l'arsenal législatif qui existe d'ores et déjà aujourd'hui, mais qui est extrêmement lourd. Pour faciliter les travaux de réhabilitation, un projet de loi prévoit la création d'un prêt pour les copropriétés. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, souhaite aussi plus de moyens de pression sur les propriétaires malhonnêtes. Parmi eux, une nouvelle procédure d'expropriation ou encore des sanctions pénales contre les marchands de sommeil pour mettre un terme au plus vite à la dégradation des logements. Un texte qui est très transversal, avec un objectif qui consiste à écraser les délais. Et est-ce que des copropriétaires de bonne foi ne puissent plus être pris en otage par quelques-uns qui refuseraient de faire des travaux? Le projet de loi est étudié au Sénat à la fin du mois. Un texte plutôt consensuel. En janvier, il a été adopté avec 126 voix contre 1 à l'Assemblée nationale. Voilà pour ce reportage à Saint-Denis. Et ce texte donc, dont on parle dans le sujet qui a été voté par l'Assemblée, qui arrive au Sénat, qui permet, on l'a compris, entre autres de faciliter les travaux, de mieux aider les communes face aux marchands de sommeil ou encore de créer une nouvelle procédure d'expropriation de propriétaires de logements frappés par un arrêté de péril. Est-ce que ces mesures sont les bonnes, Emmanuelle Cos, pour lutter contre l'habitat insalubre? Oui, franchement, elles sont intéressantes. Alors c'est un sujet compliqué parce qu'on n'a pas arrêté de réformer la législation ces 15 dernières années pour essayer d'à chaque fois renforcer les mesures pour permettre aux maires de lutter contre l'habitat insalubre. La réalité, d'une part, c'est qu'il y a des personnes extrêmement malhonnêtes qui font tout, en fait, pour ne surtout pas rentrer dans le jeu des réhabilitations et des rénovations. Et bon, ces marchands de sommeil, et aujourd'hui, heureusement, ils sont poursuivis beaucoup plus souvent. Leurs biens sont confisqués beaucoup plus souvent suite à une modification législative assez récente. Mais par exemple, à Saint-Denis, c'est considérable. Hein. L'engagement du maire de Saint-Denis et de ses prédécesseurs est énorme contre l'habitat insalubre. Il y en a tellement. Et surtout, il y a tellement de personnes qui ont besoin de logement. C'est-à-dire que même dans ces habitats-là, il y a des personnes qui y vivent parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions. Et c'est là où, en fait, où c'est extrêmement difficile. Le second sujet, c'est que les outils législatifs ne suffiront pas eux seuls. Il y a besoin énormément d'appui aux collectivités locales pour porter ces projets. Ça coûte extrêmement cher, c'est très long. Ils sont trop seuls aujourd'hui, les élus locaux, les maires, face à cette question de l'habitat insalubre, Lionel Cos?
Il faut mobiliser tout le monde, parce qu'en effet, lorsqu'on est maire et lorsqu'on a ce genre de situation à gérer, comme ça a été précisé dans notre reportage, il faut de nombreuses années pour pouvoir y arriver, parce qu'on a besoin, bien entendu, de mobiliser, je dirais, tout ce qui est législatif en matière d'urbanisme, mais aussi tous les acteurs. On a besoin d'acteurs pour venir, je dirais, investir, voire éventuellement reconstruire donc des copropriétés ou des logements. Donc tout ceci nécessite beaucoup de gens. C'est aujourd'hui 1 million de Françaises et Français qui sont logés dans des logements insalubres, plus de 100 000 copropriétés. Donc ce projet de loi, qui est déjà passé à l'Assemblée, je pense qu'on a fait du bon travail. Le Sénat va poursuivre ce projet de loi, va nous permettre non seulement d'accélérer, comme l'a dit le ministre Christophe Béchu, il va nous permettre aussi de mobiliser donc des ressources financières avec le nouveau prêt. Et moi, je milite aussi pour qu'on puisse travailler sur, je dirais, la montée en compétences aussi des syndics, parce qu'on a besoin d'une organisation autour des copropriétés et d'une organisation qui apporte, je dirais, plus d'expertise, plus de compétences pour que les propriétaires d'eux-mêmes puissent être aussi accompagnés. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas être accompagnés et qui sont effectivement dans l'illégalité, donc il faut être dur et sévère avec cela. Et il y a ceux qui voudraient trouver des solutions et pouvoir s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vraiment travailler aussi avec toute la profession immobilière, en particulier les syndics, et puis surtout pour, je dirais, faire de la prévention, éviter que des copropriétés continuent à se dégrader. Et sur le point que soulevait Emmanuel Cos, à savoir qu'aujourd'hui on est dans un manque de logement et que du coup les gens, plutôt que de ne pas avoir de logement du tout, sont obligés de se contenter de logements insalubres. Comment on y répond à ça? Est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux? On est dans une très grande difficulté. Avant d'être député, j'étais maire il y a 10 ans et j'avais déjà des situations de logement et d'hébergement qui étaient très compliquées. J'avais déjà dans ma commune des jeunes en particulier ou des femmes seules qui dormaient dans des voitures. On avait mis un hôtel social, mais ce n'était pas suffisant. Mais c'est vrai que la situation aujourd'hui où nous n'arrivons plus à construire, à produire du logement, fait que ces situations sont en train de se généraliser et de devenir encore plus fortes. Parce qu'à l'époque, on pouvait encore espérer. On avait de la production, donc on arrivait à sortir les gens progressivement de situations compliquées il y a 10 ans. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. Mais pourquoi on n'arrive plus à construire aujourd'hui ? On ne construit plus parce que de toute façon, toute la chaîne de production aujourd'hui est à l'arrêt. La chaîne de production du logement, c'est bien sûr les bailleurs sociaux, donc il faut leur donner des capacités financières pour pouvoir investir. C'est éventuellement tout ce qui est logement intermédiaire avec l'accession à la propriété ou du LLI. Là aussi, c'est complètement à l'arrêt puisque nous n'avons pas d'incitation, nous n'avons pas de produits en capacité de sortir. Et c'est derrière, je dirais, l'investissement libre où on a besoin aussi que les particuliers viennent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ne viennent plus suffisamment dans l'investissement immobilier. Alors, ils ne viennent pas parce que tous ces acteurs ne veulent pas venir. Ils ne viennent pas parce qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Il y a des conditions locales, bien sûr, avec les élus locaux, mais je crois qu'il ne faut pas non plus responsabiliser que les élus locaux, il y a des choses à faire, à travailler avec eux, mais il y a aussi un contexte qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde, financièrement, est en difficulté, et je pense que Macron le sait, nous avons besoin de redonner des marges de manœuvre aux partenaires sociaux, parce que c'est d'abord la base. Et derrière, il faut que toute la chaîne soit opérationnelle sur moyen et long terme. Parce que... Mais est-ce que, je vais laisser Emmanuel Cos vous répondre, mais est-ce que ce n'est pas certaines mesures prises par ce gouvernement qui ont été un frein pour l'investissement des bailleurs sociaux ? Le fait de stopper toutes les aides de l'État, c'est-à-dire d'aller sur un système où on considère que le logement va s'autoréguler, va pouvoir, je dirais, se régler, que la difficulté va se régler toute seule avec un petit peu de temps. Au moment où nous sommes confrontés à des taux élevés, à de l'inflation, etc., oui, c'est une chose, tous les économistes vous le diront. Il fallait peut-être anticiper le genre, si l'État voulait progressivement se désengager, il fallait peut-être faire il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un engagement fort de l'État. Et surtout, on a besoin d'une vision et d'un cap pour ça, pour pouvoir redonner confiance à tous les acteurs. Emmanuel Cos. Vous savez, la baisse de la construction, en fait, elle arrive dès 2018. Alors aujourd'hui, on la voit, elle est massive parce qu'on a quasiment perdu la moitié de la production annuelle, donc c'est considérable. Mais depuis 2018, et c'est des choix en effet qui ont été faits, d'ailleurs je ne suis pas sûre que Lionel Cos les partage totalement, c'est des choix qui ont été faits par le gouvernement de l'époque de taper sur les bailleurs sociaux et l'ensemble des aides de l'État à la politique du logement. Ce n'était pas que des questions financières, c'était aussi de dire l'État va moins intervenir et vous verrez, le marché fera tout. Le marché fait tellement bien les choses en fait qu'on a divisé par moitié le nombre de logements produits. On a effondré totalement la production de logements sociaux. Et en plus, avec ça, c'est ajouté la question de l'accès au crédit immobilier ces 2 dernières années, ce qui fait que le marché de l'accession à la propriété est maintenant complètement bloqué. Et donc, comme vous êtes en fait sur une dynamique assez liée entre le logement social, le logement privé, vous avez aujourd'hui, tout est bloqué. Et j'ajouterai à ça, par ailleurs, cette idée répandue trop souvent de dire qu'il n'y aurait pas besoin de logement.
Certains élus le pensent, certains citoyens le pensent. Beaucoup de citoyens se plaignent auprès des élus qu'il y ait des programmes de construction dans leur commune. Mais en réalité, ce qu'on voit par l'évolution démographique, non pas que la population augmente, mais les modes de vie changent. Plus de ménages seuls, plus de ménages séparés, plus de familles qui vivent avec des enfants qui ont 2 résidences. Il y a en fait un besoin de logement très fort. Et là, actuellement, on est dans un marasme total, mais surtout, et c'est important de regarder, si vous regardez sur des longues périodes, plus de 30 ans, on est vraiment une des pires années de la production de ces 30 dernières années. Donc c'est assez grave. Donc il y a quand même une responsabilité, Lionel Causse. Vous appartenez à la majorité. Est-ce que vous dites le gouvernement a fait des erreurs sur cette question? Il y a des choix politiques, je vous l'ai expliqué. Effectivement, je crois qu'il y a 2 visions de voir le logement dans notre pays. Il y a effectivement une vision un peu plus libérale, qui est de dire que le logement est un bien comme un autre et que ça va s'autoréguler. Et il y a une vision qui était la vision d'Emmanuel Macron. Qui est la vision du gouvernement aujourd'hui depuis 2017. Qui n'est pas la bonne. Voilà, je ne pense pas que c'est la bonne. Et aujourd'hui, vu la situation, on voit bien que ce n'est pas la bonne. La difficulté, c'est que si on reste là-dessus, ça va être encore pire dans les années à venir. Et puis il y a une vision que moi je défends, qui est de dire que non, que l'État est là, que l'État doit être le garant de faire en sorte que chacune et chacun puisse avoir un logement, je dirais, adapté à sa situation. Je l'ai toujours dit, je disais quand j'étais maire, c'était mon engagement. Déjà à l'époque, j'ai doublé le nombre de logements sociaux dans ma commune. J'ai su le faire soumise à la loi SRU. Donc avec de la volonté politique, on peut apporter des réponses. Je ne dis pas, il n'y en a pas non plus un monde de bisounours, ça, on ne va pas régler toutes les solutions, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on peut apporter des réponses et on a besoin d'un engagement politique fort pour pouvoir y arriver. Donc moi, je suis plutôt sur la deuxième optique et mon engagement, en tant que président du CNH, avec tous les acteurs du logement qui sont derrière aussi mobilisés là-dessus, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avancer, que tous les acteurs n'ont jamais été autant mobilisés. Il n'y a jamais eu autant de propositions qui ont été faites. Donc il faut maintenant qu'on avance. Justement, on va parler de la loi SRU puisqu'on est sur cette question. Mathias, Gabriel Attal s'est exprimé sur cette question du logement et notamment sur cette question de la loi SRU. Oui, face à ce que certains présentent comme une crise historique du secteur du logement, le Premier ministre, qui ne s'était jusqu'alors que très peu exprimé, a donc dit un mot dans une interview ce week-end au journal Le Parisien. Gabriel Attal a par exemple annoncé que d'ici quelques jours, 20 territoires allaient être concernés par des procédures accélérées pour faciliter la construction de logements. Objectif 30 000 en 3 ans. Le Premier ministre a aussi rappelé l'intention du gouvernement, vous le disiez, de modifier avant l'été la loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain pour un nouveau mode de calcul sur la part du logement social dans les communes. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord, Lionel Causse, est-ce qu'il faut modifier cette loi SRU pour intégrer les logements intermédiaires et favoriser les classes moyennes? C'est la volonté de Gabriel Attal. La priorité aujourd'hui, c'est de faire respecter la loi SRU. Aujourd'hui, il nous manque 600 000 logements sociaux parce que la loi SRU n'est pas respectée dans l'ensemble des communes. Je crois que aujourd'hui, vraiment la priorité des priorités en tant qu'élu, ce qu'on devrait avoir, c'est de sortir ces 600 000 logements sociaux en urgence parce qu'on en a besoin. C'est pas pour se faire plaisir, c'est que le besoin, il est là. Donc déjà, la faire respecter et ensuite faire ce que font tous les élus locaux depuis longtemps. Moi, j'ai été maire, j'étais soumis à 25% de logements sociaux dans mon PLU, j'avais 30% de sociaux et 20% en plus de logements intermédiaires. Pas à la place du logement social en plus. Et les maires dans leur PLU font déjà ça depuis longtemps. J'en connais beaucoup qui font 30 ou 40% de logements sociaux et en plus ils font le logement intermédiaire parce qu'on a besoin de ce parcours résidentiel. Venir sortir au logement social, c'est casser encore le parcours résidentiel qui aujourd'hui est en difficulté. Donc non, il faut garder cette ambition du logement social, faire de l'intermédiaire en plus et ensuite relancer aussi le lit parce qu'on en a besoin. Voilà, il faut que toute la chaîne... C'est un coup dur pour le logement social, cette annonce de Gabriel Attal ? Mais c'est des inquiétudes pour les Françaises et les Français. Avant tout, je crois que le logement social est déjà en difficulté aujourd'hui. Donc, ils ne sont peut-être plus à une annonce près. Mais moi, ce qui m'inquiète, et c'est mon engagement, c'est que tant que j'aurai des gens qui viennent me voir parce qu'ils ne sont pas bien logés et qu'ils ne sont pas du tout logés, je continuerai à me battre. Et je pense qu'on a besoin du logement social. C'est déjà la base pour pouvoir démarrer. Et derrière, on fera de l'intermédiaire en plus. Voilà. C'est pas quand même positif pour les classes moyennes de vouloir les intégrer dans ce calcul? C'est surtout un mensonge, en fait. On a un problème de production de logements. Le Premier ministre vous répond, je vais changer la loi SRU. La loi SRU, elle promet de produire des logements sociaux accessibles aux classes moyennes. Et on va arrêter de jouer sur les mots. Le logement intermédiaire n'est pas un logement pour les classes moyennes. C'est un logement pour les classes moyennes supérieures. Une infirmière ne rentre pas dans un logement intermédiaire aujourd'hui. Le personnel municipal ne rentre pas dans un logement intermédiaire. Regardez des annonces, si vous voulez, après votre émission. Regardez les logements intermédiaires disponibles sur des plateformes. Ce sont des loyers proches du privé. Donc il faut arrêter de raconter des histoires. La loi SRU, elle doit s'appliquer. Le député Causse vient de le dire extrêmement bien. Il y a des maires qui se battent depuis 20 ans pour l'appliquer, toutes couleurs politiques confondues. Et là, on leur dit, on va changer les calculs et puis comme ça, vous serez au 25%. Mais de quoi on parle, en fait? Moi, j'attends d'une seule chose du Premier ministre, qui est de dire...
on respecte la loi SRU, je vais soutenir les préfets et les élus pour continuer à faire. Et s'il veut produire plus de logements, qu'il réinstaure une aide aux maires bâtisseurs, une aide qui a existé pendant longtemps, qui a été supprimée en 2018. Et ça, je pense que c'est une énorme bêtise parce qu'en plus de la suppression de la taxe d'habitation, les maires bâtisseurs n'ont aucun intérêt à construire. 2, il faut produire ces logements sociaux. C'est plus de 600 000 logements sociaux qui nous manquent. Ça suffit en fait maintenant, ça fait 20 ans. Je ne connais pas une autre loi en France où des élus peuvent se flatter de ne pas respecter cette loi. Donc c'est très grave. Et je vais vous dire, en plus, ça va créer une rupture vraiment importante dans le pays. Parce que c'est un pilier de la République, la loi SRU. C'est une loi qui dit, partout en France, il y a des logements sociaux pour tout le monde. Si vous commencez à tripatouiller les décomptes, en fait, vous cassez cette cohésion des territoires. Et je pense que c'est extrêmement mauvais. Donc, moi, j'ai appelé avec d'autres, et je le dis et je le redis, on implore vraiment le Premier ministre de ne pas ouvrir le débat sur la loi SRU, de ne pas ouvrir ce chantier. En plus, ça ne fera pas un logement supplémentaire. Je pense maintenant, il faut des choses sérieuses. Il faut qu'il convoque l'ensemble des acteurs du logement, et notamment l'Alliance pour le logement que j'ai lancée avec la Fédération française du bâtiment, pour nous recevoir en urgence, comme ils l'ont fait sur les agriculteurs, pour savoir comment on sort de la crise. Mais ces bidouillages là sur la loi SRU, c'est n'importe quoi, sincèrement. Et je vais vous dire, ça ne flatte que celles et ceux qui, depuis 20 ans, ne veulent pas appliquer la loi. Et je trouve ça extrêmement grave. Mais comment ça se fait? Parce que vous le dites, ça ne date pas de ce gouvernement que la loi SRU ne marche pas. Comment ça se fait que mais elle marche. Cette loi ne marche pas? Non, je ne suis pas d'accord. Elle a produit des centaines de milliers de logements. La moitié, il y a beaucoup de maires qui ne respectent pas les 25%. Attendez, la moitié des logements sociaux produits depuis 20 ans sont là. Si Paris aujourd'hui ou d'autres villes de cette taille-là sont proches des 25%, c'est parce qu'il y a la loi SRU. Après, vous avez en effet plusieurs centaines de communes qui ne respectent pas la loi SRU, y compris des très grandes villes, qui y compris se flattent de ne pas le faire. Et qui préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter. Voire qui attaquent les arrêtés de l'État, comme je l'ai vu avec la ville de Nice, qui attaque son arrêté de carence. Mais là, il y a un problème des élus locaux. Moi, je me suis toujours, quand j'étais ministre, refusée à ces discours sur les maires qui ne respectent pas la loi SRU, il faudrait qu'ils soient inéligibles et tout ça, parce que je pense que ça, c'est pas du niveau. Néanmoins, on peut s'interroger. Je ne parle pas des petites communes qui ont entre 3 500 ou 5 000 habitants, qui vont mettre du temps à le faire. Mais les très grandes communes, de plus de 50 000 habitants, qui ne respectent pas la loi SRU, c'est un choix délibéré. Parce qu'on peut bâtir dans l'ensemble de ces communes. Et donc là, à un moment, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il le fait. J'ai vu la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes prendre ses responsabilités en début d'année en prenant les permis de construire sur les communes les plus en retard. L'État a d'ailleurs été très ferme sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, il faut y aller. Et puis par ailleurs, les citoyens, tous ces citoyens qui tous les jours se disent « j'ai du mal à me loger », mais allez voir ce qui se passe dans votre commune. Allez voir si le maire et le conseil municipal de votre commune fait ce qu'il faut en matière de production de logement social. Là-dessus, Lionel Cos. Après, je voudrais vous poser une question sur la bombe sociale, puisque c'est Édouard Philippe qui avait d'abord parlé de ça, et puis la Fondation Abbé Pierre qui dit que la bombe sociale a explosé aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, ça me va. Ce n'est pas l'expression que j'aurais reprise, parce que je crois que la bombe sociale, elle est là depuis longtemps. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a explosé, si elle a explosé, si c'est aujourd'hui, si c'est demain. Moi, ce que je vois, c'est que les difficultés sont en train de s'agrandir et qu'en effet, nous avons dans notre société un fossé qui est en train de se creuser de plus en plus. C'est-à-dire que nous avons à peu près entre 40 et 50% des Français qui sont propriétaires, qui n'ont quasiment pas plus donc, de prêts à rembourser, qui n'ont pas de loyer et qui sont en situation, je dirais, plutôt favorable. Donc, c'est vrai qu'on a ce contexte aussi. Il y a une partie de la population aujourd'hui qui n'est pas forcément confrontée par la difficulté, donc tant mieux pour eux et il faudrait qu'on en ait plus, c'est ça la difficulté. Et après, nous avons beaucoup de Français qui sont soumis directement à des loyers qui augmentent, au fait que les emprunts ne sont plus là, et cela souffre de plus en plus. Donc ce fossé se creuse, en tout cas ça c'est une réalité, et avec un risque demain, en effet, de se retrouver avec, je dirais, non seulement une perte de cohésion sociale, mais en plus avec, je dirais, des manifestations où je ne sais pas comment ça va se terminer, mais forcément, ça ne peut pas tenir des années comme ça. Enfin, moi, j'alerte. La situation, les gens n'en peuvent plus. On le voit bien, j'habite à côté du Pays Basque, c'est en train de bouger au Pays Basque. Il y a des manifestations régulièrement. Je vois dans mon territoire, dans le sud des Landes, régulièrement, je vois des inscriptions parisiens, retournez chez vous, etc. On voit que localement, sur nos territoires, ces problèmes de logement deviennent une réalité Ils vont créer des véritables profonde. Tensions locales, mais même entre les gens, vous avez peur que ça dégénère. C'est de la colère pour les gens qui n'arrivent pas... Et en plus, il y a ce sentiment de déclassement chez les jeunes. Moi, je le vois aujourd'hui, les jeunes qui commencent à travailler dans les Landes, ils me disent « mais jamais je pourrais être propriétaire, jamais je pourrais avoir la maison de mes parents ». Donc ce sentiment de déclassement, il est terrible. La jeunesse aujourd'hui,
je dirais, confrontés directement. C'est les problèmes de logement, on parle souvent des étudiants, c'est une réalité, mais tous les jeunes, même ceux qui commencent à travailler, n'arrivent plus à se loger. On a fait du prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété. Moi, j'ai toujours dit, j'avais dit à Elisabeth Borne déjà à l'époque, j'ai dit, vous mettez du prêt à taux zéro sur les communes d'Hossegor où le prix de l'acquisition est entre 10 et 14 000 euros du mètre carré. Donc, de toute façon, un jeune ne peut pas acheter. Par contre, la commune à côté où il est obligé d'aller, vous savez, être entre 4 et 8 000 euros du mètre carré, ben, on lui en retire le prêt à taux zéro alors qu'il en a besoin. Voilà, donc tout ceci, il faut le remettre à plat. Il est urgent. Toutes les solutions sont sur la table. Il y a des choses qui ne coûtent rien. Mais il faut avoir le courage de dire oui, on a un souci, on veut y répondre parce qu'il faut répondre à cette crise. Il est là ce courage aujourd'hui pour vous? Pardon? Il est là ce courage aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a une vision. Je ne sais pas ce courage. Je vous demanderai effectivement au ministre du Logement et aux membres du gouvernement. En tout cas, ce que je sais, c'est que le Premier ministre est à l'écoute. Je sais que le Premier ministre, pour avoir discuté avec lui, il est à l'écoute. Je sais qu'il n'est pas insensible à ses arguments, mais maintenant, il faut rentrer, je dirais, dans l'action. On veut de l'action. Donc, action, 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 pour que les Français puissent se loger. Et pour qu'ils puissent se loger, eh bien, il faut produire tout type de logement, et en commençant par les logements les plus abordables. Ouais, Emmanuel Cos, est-ce que vous partagez l'inquiétude, on peut parler d'inquiétude, de Lionel Cos sur ce que ça peut devenir sur le terrain, sur la colère que ça génère chez Mais les Français? la colère, elle existe déjà. L'année dernière, il y a eu des manifestations en Bretagne extrêmement difficiles, au Pays Basque, en Alsace, de gens qui disent simplement « nous voudrions habiter là où nous travaillons ». C'est assez simple, hein. Mais à Paris, Lionel parle de sentiment de déclassement. Moi, je suis née à Paris aujourd'hui. Vouloir grandir à Paris et pouvoir rester y vivre est extrêmement difficile. On a des territoires qui sont complètement, en fait, accaparés, notamment par les locations saisonnières. Il y a une vraie prédation dans beaucoup de territoires, et pas simplement quelques villes touristiques, mais vraiment, du fait de notre attractivité touristique mondiale, beaucoup de territoires, avec des personnes qui travaillent dans des territoires, qui les font vivre, qui sont des travailleurs clés de ces territoires. Ça va de l'enseignant au policier municipal, et qui ne peuvent pas se loger dans leur commune. Mais enfin, combien de temps on va supporter ça? Combien de temps on supporte ça? On avait déjà eu le débat pendant le Covid, hein, rappelez-vous, sur la question des soignants très éloignés de leur lieu de travail, et notamment toutes les questions que ça posait. Combien de temps on va supporter que les travailleurs clés d'un territoire ne peuvent plus y aller? Et c'est pour ça qu'il y a tout le débat sur les locations saisonnières, sur les résidences secondaires, sur la capacité des communes à construire, à un moment où beaucoup de gens, une partie des personnes favorisées cherchent des résidences secondaires, mais la priorité aujourd'hui, c'est que tout le monde ait une résidence principale, et y compris en termes de dynamisme des territoires. Et je pense notamment en lien avec la réindustrialisation, qui est quand même un phénomène intéressant en termes de dynamique dans des territoires. Si on n'arrive pas très vite à préparer ces logements-là pour l'ensemble de ces personnes qui vont arriver pour tenir ces emplois, on court vers une catastrophe, très clairement. Justement, parce que vous parliez d'accession à la propriété, Christophe Béchu et Gabriel Attal ont fait des annonces justement pour faciliter l'accession à la propriété, Mathias. Oui, Gabriel Attal qui s'est exprimé, qui a envoyé une petite missive au secteur bancaire. Il a déclaré « Les banques doivent prêter plus pour que nos concitoyens puissent acheter plus ». On sait le marché de l'achat grippé. Oriane, le Premier ministre déclare donc compter sur les banques pour limiter le nombre de refus de prêts injustifiés, pour mieux accompagner les ménages dans leur démarche d'achat. Sur ce dernier point, Christophe Béchu a aussi donné quelques précisions. Le gouvernement doit rencontrer à la fin du mois les acteurs du secteur bancaire pour leur faire des propositions comme la création par exemple d'un prêt hypothécaire et d'un prêt in fine, deux mécanismes permettant de différer le remboursement d'une partie du capital ou d'avoir des mensualités un peu moins élevées. Emmanuel Cos, est-ce que ce sont les bonnes mesures pour faciliter l'accès à la propriété? Sincèrement, ça va certainement être utile à des personnes qui ont déjà beaucoup de moyens pour acheter. Enfin, aujourd'hui, un couple de la classe moyenne, vraiment moyenne, avoir un endettement plus long et plus coûteux, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un accès à crédit pour acheter à un prix abordable. Donc moi, je pense qu'il y a une question qui est sur l'accès au crédit, et notamment les conditions du resserrement de crédit qui ont quand même posé des tas de questions. Et après, il y a les prix qu'on pratique. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que personne ne veut s'attaquer aux raisons principales de l'augmentation des coûts, c'est l'achat du foncier. Parce que c'est ça aujourd'hui qui a changé. C'est que acheter un bien, il y a certes des normes de construction, des matériaux, une manière de faire un peu différente, plus sobre et donc peut-être plus coûteuse. Mais ce qui a totalement changé dans le coût d'un logement, c'est le foncier. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de vraiment travailler des enjeux de régulation du foncier. C'est des débats qu'on a déjà eus dans le Conseil national de la refondation sur le logement. C'est des débats qu'il y a eu d'ailleurs ici au Sénat dans plusieurs commissions sur lesquelles moi j'avais été auditionnée. Il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir si
dans un système qui n'est pas régulé, nous n'arriverons pas. On peut faire tous les prêts qu'on veut, reporter les dettes et tout ça. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. Vous savez, dans le logement social, on en est à un stade. Alors nous, on emprunte sur très longtemps. Mais maintenant, dans certains endroits, on peut acheter le foncier sur 80 ans. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et bientôt, on nous dit, si vous voulez, vous allez faire sur 100 ans. Mais oui, mais 200 ans aussi, tant qu'on y est. La question, c'est pourquoi ce foncier est aussi cher? Pourquoi est-il aussi cher? Pourquoi il n'est pas régulé? C'est un sujet très compliqué, parce que ça veut dire une régulation. Donc, c'est loin de la vision libérale, en effet, qui est souvent présentée ici. Mais néanmoins, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Oui, le foncier, c'est le nerf de la guerre. En effet, tout commence là. Donc, il y a des solutions. Il y a déjà certainement des outils à disposition des élus locaux qui sont peut-être sous-estimés. En matière d'urbanisme, ils peuvent aussi mettre des emplacements réservés, ils ont des droits de préemption, ils peuvent s'appuyer sur des offices fonciers solidaires, sur des EPF. Il y a quand même pas mal de choses et je pense qu'il serait bien de voir s'ils sont optimisés, mais je ne pense pas sur l'ensemble du territoire. Et après, c'est vrai que j'en appelle à l'État et aux collectivités pour faire des bons phytotiques en urgence. Parce qu'aujourd'hui, si on veut pouvoir sortir des opérations à un coût, je dirais, correct, même mettre à disposition des bailleurs sociaux. Aujourd'hui, l'État est en capacité de mettre tout son foncier, tout son bâti vide à disposition de bailleurs sociaux ou d'opérateurs pour pouvoir faire du logement abordable immédiatement. Et je ne vois pas pourquoi on le fait énormément sur le monde économique et on ne le fait pas sur le logement. Et l'État, plutôt que de vendre et de rentrer, ou les collectivités d'ailleurs, dans cette augmentation des prix, on met à disposition, on reste propriétaire du foncier, on le maîtrise sur des dizaines d'années, voire des centaines d'années, et ça va dans le sens de l'histoire. Et ça, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas un appel à la mise à disposition immédiate de tout le foncier disponible, en optimisant, bien entendu, derrière les PLU. C'est là où il faut qu'on travaille avec les élus. Quand j'ai optimisé les plans locaux d'urbanisme, c'est que j'ai encore eu la semaine dernière un promoteur dans une commune moyenne qui me dit « je peux faire du R+4 ». J'ai fait du R+3, je suis à la mairie, on me dit que c'est encore trop dense, donc je suis obligé de faire du R+2. Non, il faut arrêter. Aujourd'hui, les PLU sont écrits par les élus locaux. Si le PLU dit on fait du R+4, on en a besoin, on fait du R+4. Parce que chaque fois qu'on diminue, c'est autant de logements en moins et autant d'étalement urbain. Donc là aussi, il va falloir, je pense que chacun ait le courage d'assumer ses responsabilités. On va parler d'une autre annonce de Christophe Béchu qui concerne beaucoup de Français. C'est d'ailleurs ce matin la une de plusieurs quotidiens régionaux. C'est les questions du diagnostic de performance énergétique, Mathias. Oui, les fameux DPE, une évaluation allant de A à G et qui détermine la consommation électrique d'un logement divisé par la surface du logement et par an. Dans une interview à nos confrères du Parisien, le ministre en charge du logement explique que le gouvernement s'est rendu compte d'une erreur de calcul. Dans le détail, grosso modo, c'est une histoire de ballon d'eau chaude qui est calculé, qui pèse sur la consommation indépendamment du nombre d'occupants du logement. Alors Christophe Béchu annonce un nouveau diagnostic énergétique d'ores et déjà disponible sur le site de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et la modification, ça pourrait changer l'offre sur le marché locatif. Oui, alors on savait la question épineuse puisque dès le 1er janvier 2025, les logements classés G sortiront du marché de la location. Alors ni une ni deux, cette pirouette devrait réhabiliter immédiatement 140 000 logements de moins de 40 mètres carrés. Le ministère estime même que près de 3,3 millions de petits logements pourraient améliorer leur note. Comment vous voyez cette annonce, Emmanuel? Alors la première chose, c'est que c'est pas, pour les spécialistes, c'est pas un sujet nouveau, puisqu'il y a un biais de calcul que nous on a dénoncé depuis pas mal de temps. Donc en fait, c'est une correction. C'est pas un nouveau DPE. Faut bien faire attention. Il n'y a pas de nouveau système. C'est une correction sur les toutes petites surfaces. 140 000 logements sur les 33 millions de logements. Je veux dire par là, il faut un peu. Ça va rassurer des personnes qui sont peut-être en difficulté là-dessus, mais ça ne règle pas deux choses. La première. Le DPE, la réforme, elle est très claire en fait. Elle est très dure, mais elle est très claire et moi je la trouve assez intéressante. Néanmoins, il s'est passé quelque chose quand cette loi a été adoptée avec ces années d'obligation de réhabilitation, c'est qu'il n'y avait pas eu d'étude d'impact et que donc ça fait juste 4 ans que le gouvernement se rend compte successivement de l'impact que ça a et donc de la dureté en fait de ce texte de loi. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, peut-être qu'il aurait mieux fallu avoir une étude d'impact précise avant de se lancer dans ce timing-là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour habiter les G, mais surtout les F et les E, parce qu'en fait, la grosse masse de logements à traiter, c'est pas les G. C'est certes, on va dire, les 800, 900 000 logements, mais la vraie question, c'est ceux d'après. Et là, c'est très difficile. C'est très difficile pour deux raisons.
raison, c'est que d'une part, on a des difficultés pour faire les travaux en temps et en heure. Et puis, il y a des sujets sur les copropriétés. Alors là, j'ai compris qu'il y aurait quand même une précision sur l'application de la loi qui, à mon avis, sera utile. Parce que, y compris, c'est le cas pour des bailleurs sociaux qui sont en copropriété, hein, quand vous n'arrivez pas à faire voter les travaux, en fait, vous êtes bloqué. Et le problème, alors là, moi, je parle en tant que bailleurs sociaux. Nous ne sommes que propriétaires bailleurs. Donc, on est totalement impacté par la réforme des DPE. Si on ne peut pas faire les travaux, on ne touche pas les loyers. Donc, pour nous, c'est vraiment extrêmement important. Un propriétaire individuel qui est occupant de son bien, s'il ne fait pas les travaux, c'est son choix. Mais ça n'a pas d'impact économique pour lui. Et la question aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis quand même... Franchement, un mois sans gouvernement, c'est très compliqué quand, en fait, on attend des aides. Nous avons enfin obtenu des aides... Sans ministre du Logement, sans ministre délégué. Sans ministre du Logement, mais en fait, sans arbitrage. Hein. Moi, ça fait juste un mois que j'attends de savoir comment ce qui a été voté dans la loi de finances 2024 est mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que nous avons enfin... Christophe Béchu qui avait la tutelle du logement. Mais il ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait pas tout faire. Et la réalité, c'est qu'on a eu enfin des aides pour financer pour les bailleurs sociaux, pour les réhabilitations des FEDG. Des bailleurs attendent les arbitrages pour savoir comment est-ce qu'ils font en sorte sur les dossiers. L'arbitrage va arriver dans quoi ? 2-3 mois ? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, on est à 1 an de l'application de 2025. Il faut absolument que le gouvernement accélère les choses. Et là, c'est juste pour donner un peu d'air aux personnes, mais ce n'est pas au niveau de l'urgence et de la difficulté. Lionel Cos. Oui, bah écoutez, c'était annoncé, c'était attendu. Au Conseil national de l'habitat, nous avions rendu un rapport en fin d'année qui justement préconisait le recalcul pour les petites surfaces. C'était des choses qui avaient été identifiées depuis longtemps, donc ça va dans le bon sens. On avait dit que de toute façon 2024 était l'année où il allait falloir justement apporter des ajustements ou apporter des réponses aux difficultés. C'est au niveau ou pas, les réponses apportées hier ? Oui, je pense qu'elles vont dans le bon sens et qu'elles vont nous permettre non seulement de garder la dynamique que nous avons dans la rénovation, parce que je crois que c'est ça qui est important, lancer tout. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de travailler là-dessus. Il y a quand même de l'argent, y compris de l'argent public, qui est mis sur la table à travers MaPrimeRénov' et toutes les collectivités aussi qui viennent participer. Donc cette dynamique, je veux dire, est maintenue, enfin en espérant que dans le contexte actuel, les propriétaires aussi se lancent dans les travaux, parce qu'on voit que l'appel à MaPrimeRénov', voilà, on pourrait peut-être avoir en 2024 quelques inquiétudes, mais c'est plus lié à mon avis au contexte général où les propriétaires sont plus en attente, effectivement, des travaux qu'ils pourraient réaliser chez eux. Mais il faut essayer de maintenir ça. C'est pour ça qu'aussi, quand on parle de simplification pour l'accès à MaPrimeRénov', je pense que ça va aussi dans le sens de l'histoire, des choses qu'il faut faire de façon urgente. Le ministre Christophe Béchu en a aussi parlé. Donc voilà, il y a un enjeu. Donc moi, je suis entièrement favorable à tout ce qui a été annoncé hier par le ministre Christophe Béchu, bien entendu. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce débat. On va continuer à parler de ces sujets puisque je vous le disais, c'est à la une de la presse régionale ce matin. Et Mathias, on reste donc sur cette question des diagnostics de performance énergétique pour ouvrir cette revue de presse. Oui, parce que c'est une information pratico-pratique qui peut changer le quotidien de milliers de Français. Ouest France explique à ses lecteurs en détail les assouplissements de mesures du gouvernement vis-à-vis des passoires thermiques et ce qui va changer concernant le calcul des DPE. De l'Ouest, on passe à l'Est tout en restant dans l'énergie. Oui, information nettement moins heureuse. Le Républicain Lorrain donne la parole ce matin à ces Français qui, face à l'envolée des prix de l'énergie, lèvent le pied sur le chauffage. Pour éviter les mauvaises surprises sur la facture, certains tentent toutes les astuces, une situation qui n'empêche pas de rappeler ce chiffre. 30% des Français les plus pauvres renoncent à se chauffer par manque d'argent. Toujours à l'Est, on cherche des solutions. Oui, un poil au sud de la Moselle, l'Alsace continue ses prospections en matière de géothermie. Ce système qui permet de récupérer la chaleur des sous-sols et de la transformer en énergie. Avec 3 opérateurs sur le coup, la région pourrait compter une vingtaine de centrales d'ici quelques années. On continue avec une opération gouvernementale qui est partie comme des petits pains. Ouais, victime de son succès, l'opération leasing d'une voiture électrique à 100 € par mois baisse déjà le rideau. Au total, ce sont 50 000 véhicules qui ont été commandés alors que les objectifs initiaux de l'État étaient entre 20 et 25 000. Une opération qui était conditionnée aux revenus et qui devrait, sauf surprise, revenir en 2025. Et on finit par une note sportive. Oui, ce sera l'un des défis du siècle à venir. Oriane, lutter contre l'obésité, notamment infantile, passera par une plus grande pratique du sport. Var Matin s'interroge donc aujourd'hui dans ses pages sur comment renouer le lien entre nos jeunes et l'activité physique. Triste constat, la France se classait en 2019 119e pays sur 146 en matière de sport chez les jeunes. Merci Mathias, merci pour cette vue de presse. Merci Lionel Cos d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 18h, Sens Public, Thomas Hugues. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne journée.